Bonsoir et bienvenue dans cette nouvelle édition de Voyage au bout de la nuit. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour commencer avec vous Les 1001 fantômes, récit d'Alexandre Dumas. Alors, récit à tiroir, enchaînant plusieurs contes, tous macabres. Des histoires de revenants se mêlent aux témoignages des narrateurs hantés par le problème de la vie persistant dans la tête des décapités. Alors, ces nouvelles fantastiques, parues en 1849, sont indépendantes les unes des autres et peuvent être écoutées séparément. Pendant ma lecture, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux avec le hashtag VBN sur Twitter ou bien sur notre page Facebook Voyage au bout de la nuit. Je vous souhaite une excellente soirée et je commence le roman. Les 1001 fantômes. Mon cher ami, vous m'avez dit souvent, au milieu de ces soirées devenues trop rares, où chacun bavarde à loisir, ou disant le rêve de son cœur, ou suivant le caprice de son esprit, ou gaspillant le trésor de ses souvenirs, vous m'avez dit souvent que depuis Scheherazade et après Nodier, j'étais un des plus amusants conteurs que vous eussiez entendus. Voilà aujourd'hui que vous m'écrivez qu'en attendant un long roman de moi. Vous savez, un de ces romans interminables comme j'en écris et dans lesquels je fais entrer tout un siècle. Vous voudrez bien quelques contes, 2, 4 ou 6 volumes tout au plus, pauvres fleurs de mon jardin, que vous comptez jeter au milieu des préoccupations politiques du moment, entre le procès de Bourges, par exemple, et les élections du mois de mai. Hélas, mon ami, l'époque est triste, et mes contes, je vous en préviens, ne seront pas gais. Seulement vous permettez que, lassé de ce que je vois passer tous les jours dans le monde réel, j'aille chercher mes récits dans le monde imaginaire. Hélas, j'ai bien peur que tous les esprits un peu élevés, un peu poétiques, un peu rêveurs, n'en soient à cette heure où en est le mien. C'est-à-dire à la recherche de l'idéal, le seul refuge que Dieu nous laisse contre la réalité. Tenez, je suis là au milieu de 50 volumes ouverts à propos d'une histoire de la Régence que je viens d'achever et que je vous prie, si vous en rendez compte, d'inviter les mères à ne pas laisser lire à leurs filles. Eh bien, je suis là, vous disais-je, et tout en vous écrivant, mes yeux s'arrêtent sur une page des Mémoires du marquis d'Argenson, où, au-dessous de ces mots, de la conversation d'autrefois et de celle d'à présent, je lis ceci. Je suis persuadée que du temps où l'hôtel de Rambouillet donnait le ton à la bonne compagnie, on écoutait bien et l'on raisonnait mieux. On cultivait son goût et son esprit. J'ai encore vu des modèles de ce genre de conversation parmi les vieillards de la cour que j'ai fréquentés. Ils avaient le mot propre de l'énergie et de la finesse, quelques antithèses, mais des épithètes qui augmentaient le sens, de la profondeur sans pédanterie, de l'enjouement sans malignité. Il y a juste 100 ans que le marquis d'Argenson écrivait ces lignes, que je copie dans son livre. Il avait à l'époque où il écrivait à peu près à l'âge que nous avons, et comme lui, mon cher ami, nous pouvons nous dire, nous avons connu des vieillards qui étaient, hélas, ce que nous ne sommes plus, c'est-à-dire des hommes de bonne compagnie. Nous les avons vus, mais nos fils ne les verront pas. Voilà ce qui fait, quoique nous valions pas grand-chose, que nous voudrons mieux que ne voudront nos fils. Il est vrai que tous les jours, nous faisons un pas vers la liberté, l'égalité, la fraternité. 3 grands mots que la Révolution de 1793, vous savez, l'autre, la douairière, a lancés au milieu de la société moderne, comme elle eût fait d'un tigre, d'un lion et d'un ours habillés avec des toisons d'agneau. Mots vides, malheureusement, et qu'on lisait à travers la fumée de juin, sur nos monuments publics criblés de balles. Moi, je vais comme les autres. Moi, je suis le mouvement. Dieu me garde de prêcher l'immobilité. L'immobilité, c'est la mort. Mais je vais comme un de ces hommes dont parle Dante, dont les pieds marchent en avant, c'est vrai, mais dont la tête est tournée du côté des talons. Est-ce que je cherche surtout ce que je regrette avant tout, ce que mon regard rétrospectif cherche dans le passé,
c'est la société qui s'en va, qui s'évapore, qui disparaît comme un de ces fantômes dont je vais vous raconter l'histoire. Cette société qui faisait la vie élégante, la vie courtoise, cette vie qui valait la peine d'être vécue. Enfin, pardonnez-moi le barbarisme, n'étant point de l'académie, je puis le risquer. Cette société est-elle morte ou l'avons-nous tuée? Tenez, je me rappelle que tout enfant, j'ai été conduit par mon père chez Madame de Montesson. C'était une grande dame, une femme de l'autre siècle tout à fait. Elle avait épousé, il y a près de 60 ans, le duc d'Orléans, aïeul du roi Louis-Philippe. Elle en avait 90. Elle demeurait dans un grand et riche hôtel de la Chaussée-d'Antin. Napoléon lui faisait une rente de 100 000 écus. Savez-vous sur quel titre était basée cette rente inscrite au livre rouge du successeur de Louis XVI? Non. Eh bien, Madame de Montesson touchait de l'empereur une rente de 100 000 écus pour avoir conservé dans son salon les traditions de la bonne société du temps de Louis XIV et de Louis XV. C'est juste la moitié de ce que la Chambre donne aujourd'hui à son neveu pour qu'il fasse oublier à la France ce dont son oncle voulait qu'elle se souvînt. Vous ne croiriez pas une chose, mon cher ami, c'est que ces deux mots que je viens d'avoir l'imprudence de prononcer, la Chambre, me ramènent tout droit aux mémoires du marquis d'Argenson. Comment cela? Vous allez voir. On se plaint, dit-il, qu'il n'y a plus de conversation de nos jours en France. J'en sais bien la raison. C'est que la patience d'écouter diminue chaque jour chez nos contemporains. L'on écoute mal, ou plutôt, l'on n'écoute pas du tout. J'ai fait cette remarque dans la meilleure compagnie que je fréquente. Or, mon cher ami, quelle est la meilleure compagnie que l'on puisse fréquenter de nos jours? C'est bien certainement celle que 8 millions d'électeurs ont jugée digne de représenter les intérêts, les opinions, le génie de la France. C'est la Chambre. Enfin, eh bien, entrez dans la Chambre, au hasard, au jour et à l'heure que vous voudrez. Il y a 100 contre 1 à parier que vous trouverez à la tribune un homme qui parle. Et sur les bancs, 500 à 600 personnes, non pas qui l'écoutent, mais qui l'interrompent. C'est si vrai ce que je vous dis là, qu'il y a un article de la Constitution de 1848 qui interdit les interruptions. Ainsi, comptez la quantité des soufflets et de coups de poing donnés à la Chambre depuis 1 an à peu près qu'elle s'est rassemblée, c'est innombrable. Toujours au nom, bien entendu, de la liberté, de l'égalité et de la fraternité. Donc, mon cher ami, comme je vous le disais, je regrette bon nombre de choses, n'est-ce pas? Quoique j'ai dépassé à peu près la moitié de ma vie, eh bien, celle que je regrette le plus entre toutes celles qui sont allées ou qui s'en vont, c'est celle qui regrettait le marquis d'Argenson, il y a 100 ans. La courtoisie. Et cependant, du temps du marquis d'Argenson, on n'avait pas encore eu l'idée de s'appeler citoyen. Ainsi, jugé. Si l'on avait dit au marquis d'Argenson, à l'époque où il écrivait ces mots, par exemple, « Voici où nous en sommes venus en France. La toile tombe, tout spectacle disparaît. Il n'y a plus que des sifflets qui sifflent. Bientôt nous n'aurons plus ni élégants conteurs dans la société, ni art, ni peinture, ni palais bâtis, mais des envieux de tout et partout. » Si on lui avait dit à l'époque où il écrivait ces mots que l'on en arriverait, du moins à envier cette époque, on l'eût bien étonné, n'est-ce pas, ce pauvre marquis d'Argenson? Aussi, que fais-je? Je vis avec les morts, beaucoup, avec les exilés un peu. J'essaye de faire revivre les sociétés éteintes, les hommes disparus. Ceux-là qui sentaient l'ambre au lieu de sentir le cigare, ceux qui donnaient des coups d'épée au lieu de se donner des coups de poing. Et voilà pourquoi, mon ami, vous vous étonnez quand je cause d'entendre parler une langue qu'on ne parle plus. Voilà pourquoi vous me dites que je suis un abusant conteur. Voilà pourquoi ma voix, écho du passé, est encore écoutée dans le présent, qui écoute si peu et si mal. C'est qu'au bout du compte, comme ces Vénitiens du XVIIIe siècle, auxquels les lois somptuaires défendent de porter autre chose que du drap et de la bavure et de la bure, nous aimons toujours à voir se dérouler la soie et le velours, et les beaux brocarts d'or dans lesquels la royauté taillait les habits de nos pères. Tout à vous, Alexandre Dumas.
Chapitre 1. La rue de Diane à Fontenay-aux-Roses. Le 1er septembre de l'année 1831, je fus invité par un de mes anciens amis, chef du bureau au domaine privé du roi, à faire, avec son fils, l'ouverture de la chasse à Fontenay-aux-Roses. J'aimais beaucoup la chasse à cette époque. Et ma qualité de grand chasseur, c'était chose grave que le choix du pays où devait chaque année se faire l'ouverture. D'habitude, nous allions chez un fermier ou plutôt chez un ami de mon beau-frère. C'était chez lui que j'avais fait, en tuant un lièvre, mes débuts dans la science des Nemrod et des Elzéar Blaze. Sa femme était située entre les forêts de Compiègne et de Villers-Cotterêts, à une demi-lieue du charmant village de Montriéval, à 1 lieue des magnifiques ruines de Pierrefonds. Les 2 ou 3 000 serpents de terre qui forment son exploitation présentent une vaste plaine presque entièrement entourée de bois, coupée vers le milieu par une jolie vallée au fond de laquelle on voit, parmi les prés verts et les arbres au ton changeant, fourmiliers des maisons à moitié perdues dans le feuillage et qui se dénoncent par les colonnes de fumée bleuâtre qui, d'abord protégées par l'abri des montagnes qui les entourent, montent verticalement vers le ciel et ensuite, arrivées aux couches d'air supérieures, se courbent aux élargies comme la cime des palmiers dans la direction du vent. C'est dans cette plaine et sur le double versant de cette vallée que le gibier des 2 forêts vient s'ébattre comme sur un terrain neutre. Ainsi, l'on trouve de tout sur la plaine de Brassoir, du chevreuil et du faisan en longeant des bois, du lièvre sur les plateaux, du lapin dans les pentes, des perdrix autour de la ferme. Monsieur Moquet, c'est le nom de notre ami, avait donc la certitude de nous voir arriver. Nous chassions toute la journée et le lendemain à 2 heures nous revenions à Paris, ayant tué entre 4 ou 5 chasseurs, 150 pièces de gibier, dont jamais nous n'avons pu faire accepter une seule à notre hôte. Mais cette année-là, infidèle à Monsieur Moquet, j'avais cédé à l'obsession de mon vieux compagnon de bureau, séduit que j'avais été par un tableau que m'avait envoyé son fils, élève distingué à l'école de Rome, et qui représentait une vue de la plaine de Fontenay-aux-Roses avec des éteules pleines de lièvres et des luzernes pleines de perdrix. Je n'avais jamais été à Fontenay-aux-Roses. Nul ne connaît moins les environs de Paris que moi. Quand je franchis la barrière, c'est presque toujours pour faire 500 ou 600 lieues. Tout m'est donc un sujet de curiosité. Dans le moindre changement de place. À 6 heures du soir, je partis pour Fontenay, la tête haute, hors de la portière, comme toujours. Je franchis la barrière d'enfer, je laissai à ma gauche la rue de la Tombisoire et j'enfilai la route d'Orléans. On sait qu'Issoire est le nom d'un fameux brigand qui, du temps de Julien, rançonnait les voyageurs qui se rendaient à Lutèce. Il fut un peu pendu, à ce que je crois, et enterré à l'endroit qui porte aujourd'hui son nom, à quelque distance de l'entrée des catacombes. La plaine qui se développe à l'entrée du petit Montrouge est étrange d'aspect. Au milieu des prairies artificielles, des champs de carottes et des plates-bandes de betteraves s'élèvent des espèces de forts carrés, en pierre blanche, que domine une roue dentée pareille à un squelette de feu d'artifice éteint. Cette roue porte à sa circonférence des traverses de bois sur lesquelles un homme appuie alternativement l'un et l'autre pied. Ce travail d'écureuil qui donne aux travailleurs un grand mouvement apparent sans qu'ils changent de place en réalité, a pour but d'enrouler autour d'un moyeu une corde qui, en s'enroulant, amène à la surface du sol une pierre taillée au fond de la carrière et qui vient voir lentement le jour. Cette pierre, un crochet, l'emmène au bord de l'orifice où des rouleaux l'attendent pour la transporter à la place qui lui est destinée. Puis la corde redescend dans les profondeurs où elle va rechercher un autre fardeau, donnant un moment de repos au moderne Ixion, auquel un cri annonce bientôt qu'une autre pierre attend le labeur qui doit lui faire quitter la carrière natale. Et la même œuvre recommence pour recommencer encore, pour recommencer toujours. Le soir venu, l'homme a fait
10 lieues sans changer de place. S'il montait en réalité en hauteur d'1 degré à chaque fois que son pied pose sur une traverse, au bout de 23 ans, il serait arrivé dans la Lune. C'est le soir surtout, c'est-à-dire l'heure où je traversais la plaine qui sépare le petit du grand Mont-Rouge, que le paysage, grâce à ce nombre infini de roues mouvantes qui se détachent en vigueur sur le couchant enflammé, prend un aspect fantastique. On dirait une de ces gravures de Goya, où dans la demi-teinte, des arracheurs de dents font la chasse aux pendus. Vers 7 heures, les roues s'arrêtent. La journée est finie. Ces moellons qui font de grands carrés longs de 50 à 60 pieds, hauts de 6 ou 8, c'est le futur Paris qu'on s'arrache de terre. Les carrières d'où sort cette pierre grandissent tous les jours. C'est la suite des catacombes d'où est sorti le vieux Paris. Ce sont les faubourgs de la ville souterraine qui vont gagnant incessamment du pays et s'étendant à la circonférence. Quand on marche dans cette prairie de Montrouge, on marche sur des abîmes. De temps en temps, on trouve un enfoncement du terrain, une vallée en miniature, une ride du sol. C'est une carrière mal soutenue en dessous dont le plafond de gypse a craqué. Il s'est établi une fissure par laquelle l'eau pénètre dans la caverne. L'eau a entraîné la terre, de là, le mouvement du terrain. Cela s'appelle un fondis. Si l'on ne sait point cela, si l'on ignore que cette belle couche de terre verte qui vous appelle ne repose sur rien, on peut, en posant le pied au-dessus d'une des gerçures, disparaître comme ont disparu des Monteverts entre 2 murs de glace. La population qui habite à ces galeries souterraines a comme son existence, son caractère et sa physionomie à part. Vivant dans l'obscurité, elle a un peu les instincts des animaux de la nuit, c'est-à-dire qu'elle est silencieuse et féroce. Souvent, on entend parler d'un accident, un été a manqué, une corde s'est rompue, un homme a été écrasé. À la surface de la terre, on croit que c'est un malheur. 30 pieds au-dessous, on sait que c'est un crime. L'aspect des carrières est en général sinistre. Le jour, leur œil clignote. À l'air, leur voix est sourde. Ils portent des cheveux plus plats, rabattus jusqu'aux sourcils. Une barbe qui ne fait que tous les dimanches matins, connaissance avec le rasoir. Un gilet qui laisse voir des manches de grosses toiles grises. Un tablier cuir blanchi par le contact de la pierre. Un pantalon de toile bleue. Sur une de leurs épaules de leur veste, pliée en 2, et sur cette veste pose le manche de la pioche ou de la besague qui, 6 jours de la semaine, creuse la pierre. Quand il y a quelque émeute, il est rare que les hommes que nous venons d'essayer de peindre ne s'en mêlent pas. Quand on dit à la barrière d'enfer « Voilà les carriers de Montrouge qui descendent », les habitants des rues avoisinantes secouent la tête et ferment leurs portes. Voilà ce que je regardais, ce que je vis pendant cette heure de crépuscule qui, au mois de septembre, sépare le jour de la nuit. Puis la nuit venue, je me rejetai dans la voiture, d'où certainement aucun de mes compagnons n'avait vu que je venais de voir. Il en est ainsi en toutes choses. Beaucoup regardent, bien peu voient. Nous arrivâmes vers les 8h30 à Fontenay. Un excellent souper nous attendait. Puis après le souper, une promenade au jardin. Sorrente est une forêt d'orangers. Fontenay est un bouquet de roses. Chaque maison a son rosier qui monte le long de la muraille, protégé au pied par un étui de planches. Arrivé à une certaine hauteur, le rosier s'épanouit en gigantesque éventail. L'air qui passe est embaumé. Et lorsqu'au lieu d'air, il fait du vent, il pleut des feuilles, comme il en pleuvait à la fête Dieu, quand Dieu avait une fête. De l'extrémité du jardin, nous eussions une vue immense. S'il eût fait jour, les lumières seules semées dans l'espace indiquaient les villages de Sceaux, de Bagneux, de Châtillot et de Montrouge. Au fond, s'étendait une grande ligne roussâtre, d'où sortait un bruit sourd semblable au souffle du Léviathan. C'était la respiration de Paris. C'est ainsi que se termine ma lecture de ce soir. J'espère que vous avez apprécié ma lecture et que vous avez eu le temps de réagir sur Twitter avec le hashtag VBN. Je vous souhaite une excellente soirée et je vous retrouve très vite pour la suite du roman. À bientôt sur D8.